Voici le début de notre conférence sur le haut fourneau. Je me dois d'abord de rendre un hommage particulier à mes deux ancêtres. L'un fut charbonnier, Gabriel Émérégie en Périgord, et l'autre l'initiateur d'une grande lignée de forgerons. Il s'agit de la famille Régnier. Ensuite, un hommage rapide à mes maîtres à penser que sont le professeur Lacombe de l'école des mines, dont j'ai suivi les cours, de M. Turpin également, et de M. Friedel, qui fut le grand découvreur des dislocations, et que j'ai connu personnellement dans le cadre de notre groupe de réflexion, le GRAMEF, dans les années 2005. Un autre hommage est dû à un grand haut-fourniste de Dunkerque, M. Grafto, qui édita sur son compte personnel une documentation extrêmement complète sur l'histoire du haut-fourneau et des découvertes associées. C'est un site très technique dont j'ai récolté l'ensemble des informations sur l'état actuel du haut-fourneau. Quelques-unes de mes sources et une partie seulement de tout ce qui me permit d'écrire l'histoire de la sidérurgie, avec un hommage particulier à Madame Françoise Berger, qui a particulièrement bien étudié l'histoire de la sidérurgie avant et entre les deux guerres. Une vue rapide de la vallée de la Fensch telle que je l'ai connue en 1980, et qui est un paysage nocturne particulièrement impressionnant, toujours en agitation, avec des circuits de gaz qui passent au-dessus des routes. Un autre hommage dû à l'association périgordine de la route des canons et des tonneaux, mais surtout des canons, qui reconstitua l'un des 100 hauts fourneaux de la vallée de la Charente, de hauteur de 6 mètres que vous voyez ici, et qui coula l'un des canons de la reconstitution de l'Hermione. Tous les étés, il reconstitue des coulées pour le plus grand plaisir du grand public, en juillet et en août. Bravo à eux. Le schéma classique, enfin de mon époque, du haut fourneau, qui a été reconstitué à partir d'une étude de Japonais qui ont figé un haut fourneau et l'ont pénétré comme des spéléologues. Ils ont pu en tirer une modélisation des réactions aux différents étages de cette bête dont on ne connaît pas très bien le fonctionnement et pour laquelle il a fallu user d'artifices. Pour l'instant, l'essentiel était contrôlé jusque dans les années 90 par le savoir-faire mystérieux du haut-fourniste qui transmettait son savoir à travers des cahiers noirs à ses enfants. Le premier à modéliser physico-chimiquement le processus fut surtout Jean-Alex Michard, à qui je rends hommage ici, ainsi que les 4 autres scientifiques qui se sont illustrés par la suite ou avant lui, et qui montrent tout l'essentiel des réactions chimiques telles qu'elles ont pu permettre d'automatiser partiellement le haut fourneau. Voici la cabine du haut fourneau de Dunkerque, le haut fourneau 4, le plus grand d'Europe et à l'époque du monde en 70. Là nous sommes en 1987 et nous sommes au début de des affichages électroniques. Voici ce qui apparaissait sur les écrans à ce moment-là et qui permettait déjà un pilotage un peu plus affirmé et scientifique, si l'on peut dire, des enfournements, sans toutefois maîtriser ce qui se passait à l'intérieur. C'est alors que Francis Mer prit l'initiative d'encourager une modélisation par un système expert que l'on appelait le SACHEM, procédé SACHEM, système d'aide
à la conduite des hauts fourneaux en marche. Ce système progressa et finit par prévenir ou initier ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle. Voici le principe de fonctionnement, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ceux qui veulent pourront se renseigner sur différentes thèses qui ont été publiées à cet effet. La structure de pensée, la démarche vise à remplacer l'opérateur en systématisant les réactions qu'il a eues face à différents incidents et en donnant l'alerte sur la survenue de tels incidents et donc en proposant des remèdes instantanément à l'opérateur, lui évitant des années parfois de formation. Les thésards en intelligence artificielle, qui sont les héritiers de ce système, n'hésitent pas à le citer comme un exemple dans leur thèse. C'est le cas ici de Marc Le Goc, qui rend hommage à ses prédécesseurs. Encore un schéma du système Sachem qui donc réussit en grande partie à se passer des carnets noirs du haut-fourniste et à gérer de façon plus intelligente et répétitive cette bête dont on ne savait pas ce qu'elle avait en son estomac. Les émissions de CO2, c'est le problème principal de cette technique, se limite en France à moins de 2 tonnes de CO2 par tonne de fonte, alors qu'en Chine, on dépasse largement les 3 tonnes de CO2 par suite de fonctionnement plutôt archaïque. ArcelorMittal émet aujourd'hui 12 millions de tonnes de CO2 en France, soit 1,8 tonnes de CO2 par tonne d'acier, et il s'est fixé des objectifs très ambitieux de réduction à l'horizon pour la neutralité à l'horizon 2050. Évaluons maintenant rapidement le coût de ce qu'on appelle le verdissement de la filière. Lors du passage à la réduction par hydrogène, qui est, comme nous le verrons, l'alternative aux fourneaux classiques au charbon. N'oublions pas que tout se passe dans le cadre du fameux plan vert où l'Europe voudrait être neutre en émissions de gaz à effet de serre en 2050 et prévoit de réduire ces gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030. Le four électrique et la réduction par l'hydrogène des hauts fourneaux sont les clés de la production de l'acier sans émission de CO2. Que devient un haut fourneau lorsqu'il est condamné et en fin de vie? Voici 3 possibilités de destinée. La plus connue et la plus facile, entre guillemets, la destruction, ici aux États-Unis. La France n'est pas un reste, notamment ici à Agondange. Même chose lors de la destruction des hauts fourneaux et aciéries de Pompée, qui fut un véritable scandale à l'époque, d'où émergea d'ailleurs un syndicaliste bien connu qui devint ministre, Jacques Chirac. Un exemple de reconversion d'un site de hauts fourneaux à Agondange, le parc des Schtroumpfs au Walibi, qui finalement ne fut pas un grand succès commercial. Point. Une autre destinée moins connue et plus originale, il faut aller la chercher en Sarre, chez nos voisins sarrois de Völklingen, qui disposait d'une batterie de 5 hauts fourneaux condamnés à une certaine époque.
Que firent-ils alors? Eh bien, ils les reconvertirent en faisant un objet touristique. Et oui, vous entendez bien, un objet tout simplement en le classant au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui permit à une soixantaine de travailleurs de continuer à l'entretenir, à le repeindre, à le réparer sans qu'il fonctionne, mais simplement pour assurer les guides techniques et permettre à des visiteurs de comprendre comment fonctionnent ces hauts fourneaux. Venons-en maintenant au cœur du sujet de l'évolution possible ou des évolutions pour un haut fourneau dans le cadre d'une réduction, voire une élimination des émissions de CO2 lors de la fabrication de fonte et d'acier. Le haut fourneau se trouve actuellement à la croisée de deux chemins possibles. Un simple rappel de l'effet du dioxyde de carbone sur le réchauffement climatique, en n'oubliant pas que le méthane et la vapeur d'eau participent au moins autant à l'effet de serre que le CO2. Voici un schéma des évolutions des émissions mondiales où on voit distinctement que deux régions du monde, il s'agit des 5 continents, deux régions du monde sont en voie de réduction très sensible, les États-Unis et l'Europe, que nous voyons ici sur les deux courbes, pendant que d'autres, comme la Chine, l'Inde et d'autres pays, continuent tranquillement leur augmentation, dont la courbe ne semble pas s'infléchir pour l'instant. Par habitant, nous retrouvons l'Europe en 6e position, relativement modeste par rapport aux États-Unis, la Russie, la Chine, le Brésil et l'Indonésie. Donc ne pas oublier que nous ne sommes pas si mal placés que cela au départ. Un autre diagramme des évolutions par habitant du même ratio. Un bilan mondial des émissions de CO2. Mondialement, on émet 37 milliards de tonnes. L'émission de la France est 300 millions. Et les émissions de la sidérurgie représentent 7% des émissions mondiales, soit à peu près l'équivalent des émissions françaises. Voici la part des émissions de la sidérurgie, le petit rond bleu, par rapport aux émissions des autres secteurs dans le cadre des émissions mondiales. Vous voyez qu'à 7%, cela reste relativement modéré, globalement s'entend. En France également, la contribution des différents secteurs montre une part de la sidérurgie relativement modeste également, autour des 5-6% des émissions françaises. Un aperçu des évolutions de ces émissions avec la part de l'industrie et de la métallurgie, dont la modestie doit encore être soulignée sous cette apparence. Un des paramètres importants, c'est le coût de l'électricité, et ces diagrammes montrent dans les 3 dernières années en quoi l'AREN, qui est le régime des prix de l'électricité des gros consommateurs, dont la sidérurgie, a relativement bien protégé ces industries de la variation erratique des prix de marché qui sont basés ou étaient basés sur les prix du gaz. Donc a permis d'éviter une inflation exagérée. À côté de cela, il y a des quotas de CO2 qui sont échangés dans le cadre du système européen d'échange et on voit que le coût de la tonne de CO2 émise a pris des
variation exponentielle ces dernières années qui risque d'ailleurs de constituer un danger pour la survie de nos industries. La carte des émissions de CO2 par région montre une forte disparité et les plus élevés sont naturellement le Nord-Pas-de-Calais et les Bouches-du-Rhône, là où sont les usines à hauts fourneaux restant en France. Voici d'ailleurs une carte de la sidérurgie d'il y a quelques années qui montre l'ensemble des usines restantes avec les hauts fourneaux de Dunkerque, 7 millions de tonnes, et de Fos, 4 millions de tonnes, étant donné que ceux de la Lorraine ont été arrêtés en 2012. Que faire quand on atteint les limites des lois de la chimie? Eh bien, changer de type de réaction en changeant de réducteur. On a cherché à améliorer l'efficacité au maximum de la réaction classique au coke et charbon. Et comme on a atteint ces limites, si l'on veut continuer à réduire, il faut naturellement changer de réducteur. Le réducteur le plus simple imaginé, c'est tout simplement l'hydrogène qui remplacerait ainsi le carbone. Bon, les réactions sont plus simples et nous allons les détailler. Les réactions de réduction par l'hydrogène et de réduction par le carbone des oxydes de fer, que sont ceux des gisements de fer en général, se passent à des températures différentes et sont plus simples dans le cas de l'hydrogène, incontestablement. Un aperçu de toutes les démarches de réduction des émissions entreprises en Europe en ce moment. Vous voyez que la créativité est très importante, je ne peux pas détailler chaque procédé, mais nous arrivons à différents types de procédés qui combinent la captation du CO2 et son enfouissement sous la mer, les procédés de conversion du CO2 émis en carburant de synthèse et différentes autres variantes des mêmes procédés. Un exemple bien connu, celui de Dunkerque, qui cherche à capter le CO2 à travers une tour que nous voyons en ce moment puisqu'elle est terminée et qui aboutirait à capter le CO2 à la sortie du haut fourneau et aller le liquéfier pour l'enfouir dans un site souterrain en Norvège. Voici donc le processus dans son ensemble qui commence déjà à fonctionner, mais qui ne satisfait pas les écologistes puisqu'on en reste aux émissions classiques et que l'on se contente, entre guillemets, d'enfouir le CO2 sous forme liquéfiée de façon très profonde sous la mer. Un autre procédé qui convertit le CO2 en éthanol basé sur des particules sorties des déjections de lapins. Et ceci se passe en Belgique. Pourquoi pas? La réduction par l'hydrogène, pourquoi pas? On obtient alors une éponge de fer que l'on peut ensuite liquéfier et transformer dans un four électrique, le reste du procédé étant inchangé. Le dire, c'est bien, certes, mais le faire, c'est mieux. Voici quelques exemplaires des briquettes de fer pré-réduit, donc extrêmement riches en fer, mais qui se trouvent très difficiles à transporter, donc devraient être fabriqués sur place, ce qui oblige sur place à avoir un four de réduction directe. En effet, ces briquettes, étant spongieuses, ont tendance à s'oxyder, et aussi voire parfois à prendre feu. D'où l'intérêt d'avoir maintenant des productions de briquettes in situ.
Oui, mais l'hydrogène, c'est bien d'en parler, mais comment le fabrique-t-on? Pour ça, il faut beaucoup d'eau et des électrolyseurs extrêmement puissants. C'est la méthode classique des chimistes. Et vous voyez que ces indicateurs de consommation sont quand même relativement inquiétants. Une fois produit, il faut le stocker. Et comme c'est un gaz très volatile, disons difficile à stocker, il faut prendre beaucoup de précautions parce qu'il a tendance, vu la ténuité de ces molécules, à traverser même les barrières en acier. Donc il faut prendre énormément de précautions et on voit que tout cela n'est pas simple du tout. En tout cas, une chose est certaine, il faut 9 tonnes d'eau pour 1 tonne d'hydrogène par électrolyse actuellement. On n'a pas trouvé de procédé plus performant. Des problèmes de stockage souterrain se posent également. On pense utiliser les anciennes réserves de gaz souterraines qui seraient devenues inutilisées et les réseaux en même temps, mais qui nécessitent des soucis et des problèmes d'étanchéité à résoudre vu la volatilité de l'hydrogène. Autant de défis qui pour l'instant ne sont pas totalement surmontés. Voici un exemple de réseau européen destiné à transporter l'hydrogène des sources de production aux sources de consommation que sont par exemple les hauts fourneaux, mais pas que. On voit que c'est un grand réseau qui nécessitera quelques milliards d'investissements. Contribuables de tous les pays, unissez-vous. Mais ce n'est pas tout. Il faut encore fournir de l'énergie électrique en supplément pour assurer le fonctionnement des fours électriques et des fours de réduction directe. On estime en France à 2 ou 3 EPR supplémentaires la quantité d'électricité supplémentaire indispensable pour éviter de saturer les réseaux. D'où la question que nous nous posons pour la seule France. Combien faudra-t-il d'installations et combien cela coûtera-t-il? Sujet rarement abordé dans son intégralité par les acteurs qui en parlent le plus souvent. Voici une estimation sommaire mais réaliste du nombre de fours de réduction directe nécessaires pour assurer une production française se situant autour de 15 millions de tonnes, dont environ 10 millions de tonnes actuellement par haut fourneau, le reste étant déjà fourni par des aciéries électriques. Nous sommes dans cette proportion de 60% au fourneau, 40% aciérie électrique, qui pourrait évoluer vers 50%, 50% dans 10 ans, au fur et à mesure des progrès des aciéries électriques, qui pour l'instant restent incapables de fournir des nuances nobles, notamment pour l'automobile et pour des applications particulièrement exigeantes à cause de leur résiduel et de leur azote. Voici une estimation maintenant des besoins d'électricité pour produire l'hydrogène et pour alimenter les aciéries nouvelles et les fours de réduction directe. On arrive à environ 2 à 3 EPR nécessaires compte tenu des performances actuelles avec les fours électriques les plus de la plus haute capacité que l'on connaisse aujourd'hui, 1,5 million de tonnes, et les fours de réduction directe également autour de 2 millions de tonnes, qui est le maximum de ce que l'on sait produire aujourd'hui, qui n'existe qu'à quelques exemplaires dans le monde. Et si l'on se risque à un total global, on retrouve une somme entre 25 et 35 milliards d'euros pour la seule France, ce qui est très très loin des 2 milliards d'euros qu'envisage Mittal pour
un seul ou deux fours électriques à l'usine de Dunkerque. Si l'on tient compte de la globalité, il faudrait beaucoup plus de fours électriques et plusieurs fours de réduction directe qui ne sont pas actuellement comptabilisés dans les chiffres annoncés publiquement dans la presse. Et de toute façon, il nous appartiendra à nous d'assurer le complément et notamment les installations EPR et hydrogène qui seraient facturées aux contribuables. Or, si l'on fait un simple calcul de règle de 3, on s'aperçoit que de telles dépenses concernent 0,5 pour 1000, 0,5 millième de pourcent des émissions de CO2 mondiales. Donc vous imaginez 20 milliards d'euros pour 0,5 millième de pourcent des émissions mondiales. Retenez bien ce chiffre. Pour l'instant, c'est le seul que nous ayons pu estimer grossièrement. D'où la question légitime, s'il nous faut 20 milliards d'euros d'investissement pour atteindre la neutralité carbone de la France en sidérurgie, combien faudra-t-il pour l'Europe qui produit 12 fois plus et pour la Chine qui produit 100 fois plus? Est-ce que vous voyez la Chine s'embarquer dans de telles dépenses? Je vous laisse méditer la question. Alors, d'où ma question finale, le Haut-Fourneau est-il déjà condamné? Est-il déjà mort? Il faudra sans doute, et la plupart des experts techniques réels le confirment, il faudra sans doute des années, voire une décennie ou deux, pour obtenir la condamnation à mort de cette technique qui évolue à sa vitesse, compte tenu du fait que le marché d'acier à basse émission de CO2 est encore loin d'être significatif. Pour l'instant, il reste tout à fait marginal. De façon générale, les besoins de la transition énergétique mondiale sont tout à fait énormes au niveau des minerais, des terres rares, pour les batteries, pour les aimants permanents. Il nous faut surtout du lithium, du cobalt, du manganèse, du graphite, du nickel, des terres rares et du cuivre et du zinc. Et on voit toutes les mines qu'il faudra ouvrir pour parvenir à un tel schéma. Ce sont les contreparties de l'écologisme intégral. Voici d'ailleurs les principales quantités qui seront envisagées pour les années à venir des principaux minéraux indispensables à la transition. Notons quand même un point important, le fer est le minerai le plus riche que l'on trouve dans la nature, à des teneurs voisinant 70% de tonnes à la tonne. Viennent aussitôt après et très en dessous l'aluminium à 30% ainsi que le chrome. Mais pour ce qui est des autres minéraux, nous nous retrouvons avec des teneurs de l'ordre de 1 à 2%, voire moins. Donc c'est vous dire les quantités de matériaux qu'il faudra bouger pour alimenter ces nouvelles filières. La plupart des écologistes ne l'ont pas encore remarqué, mais je me permets de le signaler car tout ne sera pas si simple qu'ils le disent. D'ailleurs, nous attendons la réponse en 2050. Les paris sont ouverts. La COP 55 alors devra faire son bilan. Et Greta Thunberg aura 47 ans. Personnellement, j'aurai 102 ans. Et on devrait se retrouver 125 000 centenaires en France à cette époque. Donc on a un peu de temps pour réfléchir. Voilà, c'est terminé pour cet exposé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre.
Et si vous voulez voir le diaporama complet sur l'histoire de la sidérurgie, vous pouvez le regarder sur YouTube en cliquant sur les liens qui sont en dessous de la vidéo. Merci. Merci pour votre attention et au plaisir de nous retrouver pour d'autres présentations sur ce sujet ou d'autres. Ciao.